Dans ces colonnes de malheureux, il y a aussi les ministres de la République, les chefs anarchistes, les théoriciens de la Révolution. La plupart ne reverront jamais l'Espagne et se demandent déjà où et quand ils se sont trompés. C'est la Révolution qui s'en va, mais aussi la démocratie. La France commence par refuser, puis accepte l'entrée de cette marée humaine. On désarme simplement les combattants. Mais comment faire face à un tel dénuement? Les autorités françaises sont débordées. Chaque jour, plus de 15 000 réfugiés se présentent à la frontière. Ces hommes qui avaient tant cru à la liberté se retrouvent derrière des barbelés. Non sans amertume, les républicains voient les grandes puissances reconnaître le gouvernement du général Franco. C'est le maréchal Pétain, qui est le premier ambassadeur de la France auprès de l'Espagne nationaliste. Madrid est la dernière à tomber, au cours d'ultimes déchirements entre républicains. En mars 1939, les nationalistes entrent dans la capitale. Les balcons de Madrid sont couverts de drapeaux ou de draps en signe de reddition. La guerre est terminée, pourtant le sang n'a pas fini de couler. Mais désormais, ce sera seulement celui des vaincus. Un décret qualifie de subversifs tous ceux qui se sont opposés, même passivement, au mouvement nationaliste. Le temps de l'épuration va bientôt commencer. 200 000 rouges vont prendre le chemin de la prison ou tomber sous les balles du peloton d'exécution. Et ce n'est pas la bourgeoisie qui salue les vainqueurs, qui sait qu'elle est passée près de son extinction, qui va s'y opposer. Le défilé de la victoire n'est pas celui de l'Espagne, mais celui d'une Espagne sur l'autre. La guerre a tué 600 000 Espagnols. Le pays est dévasté et mettra 20 ans à se relever de cette saignée. Tous les idéaux qui ont conduit à la guerre civile sont morts, eux aussi. Même ceux des vainqueurs, car la nouvelle Espagne ne sera pas monarchiste, fasciste ou phalangiste. Elle sera tout simplement franquiste, une dictature de 40 ans, appuyée sur l'armée et sur l'Église. Les Allemands et les Italiens quittent l'Espagne. Franco leur doit beaucoup. Pourtant, Hitler et Mussolini s'apercevront vite qu'ils n'ont été que des amis de circonstance. L'Espagne a eu son compte de tragédie. Elle restera en paix
dans un monde en guerre. L'Allemagne fait un triomphe à ses soldats. Hitler peut être satisfait, la Légion Condor a tenu toutes ses promesses. Bientôt, les méthodes de la guerre d'Espagne pourront resservir. Le monde ne va pas tarder à s'en apercevoir. « 1944, la France libérée. L'empire colonial joue un rôle très particulier dans l'histoire de la libération. Entre 1940 et 1944, les Français d'outre-mer, après s'être libérés de l'emprise du gouvernement de Vichy, vont venir du bout du monde pour libérer la France. Jean-Pierre Azéma, en quoi cette histoire, ignorée du grand public, a-t-elle sa place dans notre collection? Je dois d'abord faire une remarque préalable. Ce film ne cherche pas à donner une analyse exhaustive des enjeux politiques franco-français qu'a pu représenter l'Empire durant la Seconde Guerre mondiale. Ce film entend avant tout montrer comment ces territoires d'outre-mer ont été ou se sont progressivement libérés entre 1940 et 1944, quelles en ont été les conséquences immédiates. Et il entend aussi souligner dans le film que des forces venues d'outre-mer, notamment des forces indigènes, ont participé à leur tour à la libération de la métropole proprement dite. C'est pourquoi cette histoire largement ignorée a parfaitement sa place dans la série d'émissions. Pour affronter en ce début juin 1944 les canons allemands, des hommes sont venus du Pacifique, des Caraïbes, de Guyane, de l'océan Indien, d'Afrique et d'Indochine, de ce qu'on appelait encore l'Empire colonial français. Et ce qui a été notre grande fierté, évidemment, c'est que nous avons été les premiers à être sur le sol de France. De Gaulle a obtenu de Churchill que ce soit des Français, donc les parachutistes SAS ont été les premiers qui sont arrivés sur le sol de France. Alors, les premiers sticks chargés de préparer nos camps ont été parachutés dans la nuit du 2, mois donc de juin, et moi j'ai été parachuté dans la nuit du 4, et le gros du bataillon a été parachuté le jour du débarquement. Et un beau jour, sans nous dire rien du tout, on nous a demandé tous de faire notre testament. Et nous partîmes sans rien du tout, en tenue, les mains libres avec ce qu'on avait pour se battre. Et nous partîmes en France. Chaland de débarquement, le Courbet. Et nous fûmes les premiers sur les rives de France, à Rivabella, à Ouistreham, à Hermanville-la-Mivoie. On a regardé, moi j'ai regardé, j'ai vu des petits tanks qui se déplaçaient partout, j'ai vu des hommes qui se noillaient, tiraient des coups de fusil. Et puis un moment j'avais peur, je me suis couché en bordure d'une route, une dame s'est couchée sur moi, et un avion allemand passait, un Messerschmitt, il a tiré, et puis après ça, quand il eut terminé, je poussais la vieille dame, j'avais senti une huile chaude dans ma figure, sur mon corps, je passais la main, j'ai vu que c'était rouge, j'ai dit, oh bon Dieu, je suis mort, je ne verrai plus la Guadeloupe, mais c'est la bonne femme qui avait ramassé une châtaigne. Et alors, elle avait rendu son âme et son sang sur moi, à Ouistreham. L'Empire,
Mot magique qui fait rêver les Français. L'Empire qui, avec une superficie de 22 fois celle de la France, s'étend sur les 5 continents et représente une population de plus de 110 millions d'habitants. Et parmi les millions de visiteurs de l'exposition coloniale de 1931, nul n'aurait pu songer à l'importance que cet empire prendrait dans le conflit mondial qui allait éclater moins de 10 ans plus tard. Les Français viennent à Vincennes s'approprier un morceau de ces colonies dont ils sont si fiers, car elles sont le prolongement naturel de la métropole et rien ne changera jusqu'à la veille de la guerre. Expression de la richesse et de la puissance de la France des 5 parties du monde, hommage à nos populations d'outre-mer et à l'aide considérable qu'elles apportent à la métropole, fête de l'armée coloniale, fête de notre empire si vaste que le soleil ne s'y couche jamais. Si la colonie prodigue à la métropole ses richesses économiques, la France lui apporte des bienfaits d'un autre ordre. La France a voulu que son œuvre civilisatrice ne se traduise pas seulement dans des faits matériels, mais aussi dans le domaine intellectuel et spirituel. C'est demain, avec le concours de cette génération indigène éduquée et formée par la France, que nous pourrons poursuivre les grands projets qui feront de l'Empire français en Afrique le plus beau fleuron de notre couronne impériale. Formés et encadrés par des officiers venus de métropole, défilant au rythme des musiques militaires françaises, ces hommes qui partiront bientôt, mobilisés pour défendre le sol de France, ne sont pas pour la plupart citoyens français et ils n'ont pas le droit de vote. Les Français sont confiants dans la force de leur empire, présentés comme un réservoir de près de 2 millions de soldats potentiels. Et le 14 juillet 1939, en voyant défiler les tirailleurs sénégalais, les Goumiers, les Spahis et les Méharistes sur les Champs-Élysées, la France se sent surprotégée à l'abri de son empire. Nous étions gonflés, si vous me permettez cette expression, car nous venions de, j'allais dire subir, entre guillemets, un film qui est passé je ne sais pas combien de fois dans les salles de cinéma, en particulier chez Hickson, et qui ensuite est passé en brousse. Le titre de ce livre, c'était « Sommes-nous défendus ?» Et dans ce film, dans ce documentaire, on voyait les plus gros chars qui, paraît-il, existaient, qui couchaient les arbres, qui couchaient les murs. Et on s'est dit, avec ça, eh bien, les Allemands, ils pourront venir. Nos chars, vous allez voir comment ils vont s'en occuper. Ensuite, l'avion, l'aviation française. Nous avions des avions de chasse qui s'appelaient le Morane 406, qui était le seul avion à avoir un canon dans l'axe de l'hélice. Avec notre Morane 406, les Messerschmitt, ils peuvent toujours venir. Et puis ensuite, il y avait la marine française, avec des navires comme le Dunkerque, comme le Triomphant, etc., qui avaient un armement et une vitesse inégalée par les autres marines. Nous étions gonflés. Vous allez voir ce qu'ils vont prendre, les Boches, avec ça. Ah, ils veulent nous attaquer. Eh bien, vous allez voir. Et hélas, on a vu. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Moi, j'étais au lycée. Tous les jours, en sortant à 11 h, je prenais mon vélo et je descendais au local du bi-hebdomadaire, le bulletin du commerce. Et là étaient affichées les dernières nouvelles, tapées à la machine, des nouvelles de la guerre. Les gens sortaient de leur travail, s'arrêtaient là, les collégiens, eux, descendaient, et tout le monde s'est réunissé devant le bulletin du commerce pour lire les nouvelles. Et ce jour-là, il y avait tellement de monde, qu'il a fallu que ce soit quelqu'un qui monte sur l'estrade du bulletin du commerce, qui lise la dépêche annonçant l'armistice. Ça a été un silence impressionnant, car on ne pouvait pas le croire. On ne pouvait pas s'imaginer que la France venait de perdre la guerre, alors qu'elle avait gagné celle de 14-18. Ce n'était pas possible pour nous. À 20 000 kilomètres, on ne pouvait pas s'imaginer ça. La défaite française a été causée
par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvraient. L'une était celle de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. Alors, tous les Calédoniens voulaient continuer la guerre, avec l'Angleterre au besoin. On ne connaissait pas De Gaulle tout à fait à cette époque-là, c'était avant De Gaulle même. Dès qu'il y a eu la défaite, on a voulu continuer la guerre avec l'Angleterre. Et après, il y a eu De Gaulle. Mais on voulait continuer la guerre, il n'y a pas de question de... On voulait continuer la guerre, on a accepté avant la défaite. On se dit que c'était pas possible que la France capitule. On nous avait tellement raconté d'histoires à ce sujet-là aussi, hein. L'infanterie reine des batailles, le char 70 tonnes qui défilait, on était complètement imbus de la force française. Et ça nous a complètement anéanti de l'avoir en 15 jours. Ça s'est passé en 15 jours en réalité. Alors là, ça nous a complètement sidérés, là. Ce qu'on voulait, nous, c'est participer à la lutte, comme nos parents en 14-18 qui sont partis d'ici. Ils ont été plus de 2000 ou 2500 à faire la guerre de 1914-1918. Pour la même raison, nous voulions défendre notre mère patrie. Parce que nous avions, à l'époque, des instituteurs qui nous apprenaient ce que c'était que la France, ce que c'était que la patrie. Et on aimait la patrie comme notre mère, parce qu'on nous avait dit que c'était la France, c'est d'où nos parents venaient, si vous voulez. Voyez. Or, pour ça, simplement, il fallait défendre. Si votre mère est en danger, vous allez la défendre. Rassembler l'Empire dans la guerre, libérer la patrie et contribuer à rétablir les libertés du monde. Voilà notre seul but et notre seule ambition. On a vu tout de suite que les Allemands étant en France, ben, il fallait aller les en sortir par les armes et que c'était la seule et unique possibilité si on ne voulait pas devenir colonie allemande. Pétain et De Gaulle vont essayer de se disputer l'Empire car l'enjeu est de taille. Élément de marchandage avec les Allemands, l'Empire reste pour Pétain un des rares atouts en matière de politique étrangère. Réfugié à Londres, De Gaulle comprend que l'Empire français, tout comme l'Empire colonial britannique, prend une valeur stratégique de première importance. Ce sera la base arrière à partir de laquelle il pourra entamer la reconquête de la France. Ce sera un échec à Dakar le 23 septembre 1940. Le gouverneur resté fidèle à la légalité de l'État français fait tirer sur les bateaux et les émissaires gaullistes. L'Afrique occidentale française reste vichysoise. En octobre 1940, De Gaulle est à Brazzaville. Pour lui, qui jusque-là n'avait que le sol anglais où poser les pieds, il s'agit du premier rendez-vous avec la terre de France, car dès les 26, 27, 28 août 1940, l'Afrique équatoriale française ainsi que le Cameroun avaient rallié la France libre, avec à sa tête le gouverneur du Tchad, Félix Éboué, un Guyanais. Premier ralliement symbolique, certes, mais Paris occupé, Vichy contesté, Brazzaville devient alors la capitale de la France libre. Mais l'Afrique occidentale française, l'Afrique française du Nord et l'Indochine, les colonies les plus riches, restent vichysoises. D'autres ralliements dans le Pacifique suivront bientôt, mais ces territoires sont loin, pauvres et peu peuplés. Les gens ont pris conscience tout de suite que les unités vichistes qui étaient en Nouvelle-Calédonie acceptaient la défaite telle qu'elle était, qu'il n'était pas question que la Calédonie bouge, que ça resterait comme ça, malgré que nos voisins immédiats, Nouvelle-Zélande, Australie, etc., rentrent dans la guerre. On savait qu'on allait avoir des problèmes, il n'y avait plus de bateaux qui arrivaient ici, nous n'avions plus de contact avec personne, notre commerce important avec les pays voisins ne se faisait plus. Par conséquent, on savait qu'il fallait que quelque chose se passe. Alors le ralliement, ça s'est passé par une descente des broussards dans la nuit du 18 au 19 septembre 1940, parce qu'on en avait marre des atermoiements et des tergiversations, et on a décidé, on y va. On y va où et on fait quoi? Ça, on ne le sait pas, mais on va faire quelque chose et on va donc obliger le gouverneur à obéir.
et à Nouméa, l'arrivée de 500 broussards dans la ville de Nouméa, ça a été évidemment une révolution. Au même moment, des Nouvelles-Hébrides, condominium des deux empires français et britanniques, situés à 600 km au nord de la Nouvelle-Calédonie, arrive le gouverneur Henri Soto, rallié à De Gaulle depuis juillet 1940. Avec l'aide de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, Soto vient prendre la place des autorités vichistes. Et le gouverneur Soto a débarqué sur le quai de Nouméa, devant toute la population réunie, et il a été accompagné avec enthousiasme, je dirais même triomphe, jusqu'aux anciens bureaux du gouverneur, au palais du gouverneur. Ce ralliement, il s'est fait par le coup de force des broussards, appuyés sur des Nouméens, appuyés sur des géomètres, appuyés sur d'autres fonctionnaires des travaux publics qui avaient mobilisé les camions des travaux publics pour permettre la descente des broussards, car autrement, s'il n'y avait pas eu de moyen de transport, il n'y aurait pas eu moyen de faire descendre les broussards. Quand on a eu fait le ralliement, on a pris tous ces gens qui n'étaient pas d'accord avec nous, on leur a dit, puisque vous n'êtes pas d'accord avec nous, soyez d'accord avec ceux du Vietnam là-bas, ils sont vichistes. On les a envoyés là-bas. Ça a été clair, net et précis. On était lancé dans la guerre et on savait que cette guerre, elle était internationale, que ça allait partout et que l'occupation de la France se ferait de plus en plus, puisque la France géographiquement formait une plateforme qui était intéressante pour les Allemands, en particulier pour la conquête de l'Angleterre, puisque dès les premiers jours après Dunkerque, ils ont commencé à envoyer par centaines leurs bombardiers sur l'Angleterre, et nous n'avions pas de relation autre que celle que nous avions avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les Nouvelles-Hébrides, mais pratiquement rien avec Tahiti. Nous savions que Tahiti avait rallié aussi, mais Tahiti se trouvait dans la même position que nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de contact avec la France, plus rien, ils ont eu eux aussi de grosses difficultés. En effet, à 5000 km de la Nouvelle-Calédonie, les établissements français d'Océanie, comme on appelait alors la Polynésie française, avaient rallié la France libre dès le 2 septembre 1940. Évidemment, on cherchait la liberté. Et pour nous, De Gaulle, c'est la liberté. C'est libérer la France. C'est comme ça que nous nous sommes penchés par là. Mais d'un autre côté, c'est le ravitaillement. Parce que tout l'Ouest, c'est anglais. De l'Australie jusqu'ici, à part nous, la Polynésie française, mais tout le reste, c'est anglais. Alors on a dit, on aura du pain, on aura de la farine d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, et tout ce qu'on a besoin, de viande aussi. Et c'est comme ça un peu, d'abord, pour la France, on est français de cœur, et puis, question de nécessité pour la vie. C'est avec fierté que je m'adresse aux populations françaises et indigènes du Pacifique, au nom de tous les Français libres et au nom de tous ceux que l'ennemi tient en servitude. Des Nouvelles-Hébrides est parti le signal du redressement de l'Empire français. Et tout le monde a connu l'admirable élan patriotique qui a reporté dans la guerre la Nouvelle-Calédonie et les établissements français d'Océanie. Nous savons aujourd'hui que sous l'impulsion de leur chef, Monsieur le haut-commissaire Soto, Monsieur le gouverneur de Curton, Monsieur l'administrateur Cutter, les colonies françaises du Pacifique mettent sur pied de vastes ressources et des hommes dont on entendra parler. Et dès ce moment-là, nous avons envisagé d'envoyer un contingent, d'envoyer des soldats où, eh bien, sur les premiers théâtres d'opération qui nous acceptaient. Or, le seul endroit où on pouvait encore se battre sans aller en Europe, puisque nous ne pouvions pas être conduits en Europe, était l'Afrique. L'Afrique où Leclerc, dès 1941, commence sa marche en direction du nord, avec les premières troupes de l'Empire engagées dans la guerre, pour rejoindre les troupes britanniques qui se battent contre Rommel à Tobruk. Alors qu'en Europe, la guerre change de visage quand le 22 juin, Hitler décide d'attaquer l'Union soviétique, le bataillon du Pacifique, regroupant 300 Tahitiens et 300 Calédoniens, a quitté Nouméa. On a embarqué sur le Zélandien, on ne savait pas où on allait. On partait pour la France, enfin pour les théâtres d'opération. On était habillés un peu comme des clochards. On avait le casque en liège, ordinaire de l'armée,
on avait des bonnes moltières. Enfin, c'était un petit peu l'armée de Bourbaki, si vous voulez. Après un séjour de quelques semaines en Australie, où ils sont équipés et instruits, Tahitiens et Néo-Calédoniens sont envoyés en Syrie pour être incorporés à la première DFL. Dès janvier 1942, ils sont en Libye contre l'Africa Corps de Rommel. 5 mois plus tard, ils participent à la défense de Bir Hakeim, qu'assaillent d'importantes forces allemandes. Le bataillon du Pacifique, incorporé à la première division française libre, afin de protéger la retraite de la 8e armée britannique devant Rommel, doit tenir sous les ordres du général Koenig. À vrai dire, ils ne ont pas choisi le meilleur endroit, c'est évident. Bien sûr, mais enfin, on y était, hein. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un, hein. C'était le dispositif général. Nous avions certainement un des moins bons endroits, voilà. On se disait, nous sommes les premières troupes françaises à engager une opération devant nos ennemis traditionnels qui sont les Allemands, accessoirement les Italiens, de fascistes en tout cas. Eh bien, il faut montrer ce qu'on vaut. Et voilà, nous n'étions pas partis pour essayer de nous planquer en arrière. Nous étions partis pour nous battre. Alors là, il ne faut pas confondre, attention. On devait tenir quelques jours, et nous avons tenu 15 jours. Ce qui a permis aux troupes anglaises de se reformer à l'arrière, parce qu'eux, ils avaient pris une bonne raclée dans le... Comment ça s'appelait le... Enfin, il y avait j'ai oublié les noms, il y avait des batailles de chars, et les chars anglais se sont fait surprendre. Ils ont été tous anéantis. Ce qui fait qu'il a pris Tobruk, mais il voulait prendre l'Égypte, Rommel. Mais il y avait le Bir Hakeim qui était sur son chemin. Eh bien, les 3000 Français ou 3500 que nous étions là, nous avons empêché Rommel pendant une semaine de continuer sa marche vers l'Égypte. C'était l'armée française, qui était composée de Sénégalais, des bataillons de marche venant d'Afrique. C'était une agglomération de Français, mais pas de tous de 100 Français. C'était un mélange des colonies, des choses comme ça. Le 27 mai au matin, on a été attaqué par une soixantaine de chars. Au bout de 2h30 de bataille féroce, ils avaient eu à peu près une vingtaine de chars sur le tapis. Ça a continué l'après-midi, et le soir, ils avaient 37 chars en l'air. Alors c'était vraiment quelque chose de terrible. Hein. Pour sortir quelqu'un d'un trou qui décide à y rester, c'est pas facile. Hein. On avait des bombardements aériens 8 fois par jour, par 20, 40, 60, 80 avions. L'artillerie allemande du 50 au 210, sans compter les mortiers et les mitrailleuses. Et pourtant, on n'a presque pas eu de pertes. C'est à la sortie qu'on a eu le plus de pertes. Tout en savourant leur fait d'armes sur Rommel, les combattants du Pacifique avaient à l'esprit que quelques mois plus tôt, le souffle de la guerre s'était dangereusement rapproché de leur famille sur les rivages de Nouvelle-Calédonie et de Tahiti. En effet, le 7 décembre 1941, l'amiral Nagumo avait provoqué les États-Unis en lançant l'aviation japonaise bombarder la plus importante base navale américaine dans le Pacifique, Pearl Harbor. Un deuxième front s'ouvrait ainsi dans le conflit mondial, précipitant les États-Unis dans la guerre contre le Japon, qui occupait depuis juillet 1941 l'Indochine, autre fleuron de l'empire colonial français, avec l'accord des autorités de Vichy. Ce deuxième front précipitait les possessions françaises du Pacifique dans le conflit. Nous avons su un peu plus tard que les Japonais allaient arriver, et aussitôt après, nous avons appris que dans ce but, les Américains allaient occuper la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il est passé ici, en l'espace de 4 ans, presque 1 million d'Américains. C'est vous dire qu'ils avaient compris l'importance stratégique de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont envoyé ici la base de leur flotte. Les plus gros cuirassés ont été mouillés devant Lucos, etc. Et ils ont occupé la Calédonie réellement. On apercevait un Calédonien sur 10 Américains à cette époque-là, n'est-ce pas? Les fonctionnaires étaient payés en dollars, etc. Nous avons vécu une période américaine pendant près de 4 années. Les gens ont pris conscience que les Japonais descendaient. Les quelques 2000 ou 3000 Japonais qui étaient en Calédonie ont été arrêtés, envoyés en Australie. Ceux qui étaient mariés avec
des Calédoniennes, car il y en a beaucoup qui avaient fondé des foyers. Ils ont été obligés de partir, laissant leurs femmes et leurs enfants dans des situations, comment dirais-je, financières extrêmement difficiles. La plupart des gens travaillaient aux rizières ici. Tout ce que vous voyez là, les plaines dans la mission, là, c'était des rizières. On faisait les riz, là. Décortiquer tout ici. Alors là, on travaillait pour des Chinois, c'est des Japonais qui avaient ça, depuis avant la guerre. Hein. Alors, quand la guerre a éclaté, ils ont pris de ces Japonais-là, ils ont foutu à Neuville, là-bas, ils ont enfermé à Neuville. Ouais. Si la tenaille des forces navales et aériennes japonaises se referme comme prévu sur l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et la Polynésie deviendront les derniers remparts avant le continent américain. À 9 h, ma vieille maman vient me réveiller, me dit « Luc, Luc, qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Je me réveille, effectivement. Un espèce de bruit qui venait de loin, comme un vombrissement, comparable à, vous savez, la grosse lame du large qui s'écrase sur le récif, notre barrière de récif. Le même bruit, comme ça. Je sors, qu'est-ce que je vois? Des avions. Tous les gens étaient dans la rue, des avions qui passaient partout. Et ces avions étaient de couleur verdâtre, mais avec un insigne que l'on ne connaissait pas. C'est pas les Français, les Français c'est bleu, blanc, rouge, on aurait reconnu. C'est pas les Anglais, c'est rouge, blanc, bleu, on aurait reconnu. C'est pas les Japonais non plus, avec le soleil rouge sur fond blanc. Qu'est-ce que c'est que ces avions? Quels sont ces avions? Une étoile blanche barrée, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être Vichy. Non, c'est pas Vichy. Et puis tout d'un coup, répondu comme une traînée de poudre, ce sont les Américains. J'ai sauté sur mon vélo, j'ai été au quai et j'ai vu débarquer en moins de 24 heures, qu'est-ce que je dis, en 10 heures, 18 000 hommes. Il en sortait de partout. Et donc, ils ont descendu tout le matériel logistique, véhicules comme les GMC, les Weapon Carriers, les Jeeps. Ils se sont aperçus, par exemple, que les arrivées d'eau à Nouméa étaient assez aléatoires, assez problématiques. Donc, là, ils ont installé des pompes. Ils ont fait un travail énorme. Ils ont ouvert les routes. Ils ont élargi les routes parce que les avions, par exemple, qui étaient débarqués en caisse sur le quai. Certains étaient montés à Magenta, mais certains montaient jusqu'à Tontouta pour être montés, tels que les Aracobra, les Lightning P-38, montés par la route. Donc il avait fallu élargir les routes, et certaines des routes actuelles suivent les tracés qu'ont fait les ingénieurs américains. L'aérodrome de Tontouta n'existait pas. Ils ont fait un travail, mais énorme. Quand on a vu tous ces voitures, ces jeeps, le monde, ils montaient au cocotier avec des souliers, avec de grandes clous, et ils remontaient ça comme si c'était Tarzan en train d'essayer d'aller d'un arbre à l'autre. C'était incroyable, les fils, les téléphones, nous qui attendions le téléphone pendant des années, eh ben, les fils étaient mis au fond de la vallée des colons. Il y avait un camp énorme d'Américains, et puis il y en avait partout, Alors, mais naturellement, ils nous enquiquinaient un petit peu aussi. Ils avaient appris les mots voulez-vous, mademoiselle, promener ce soir avec moi? Alors on leur criait non. Je suis convaincu que les terres alliées du Pacifique sont destinées à jouer dans cette guerre, la plus grande dans l'histoire du monde, un rôle capital. D'abord, parce qu'elles contiennent à foison des hommes de cœur, de courage et d'entreprise. Ensuite, parce qu'elles dominent les grandes routes maritimes et aériennes qui, d'Amérique et d'Extrême-Orient, conduisent en Afrique et dans la Méditerranée. Sans l'accord du général de Gaulle, qui dès octobre 1940 avait pressenti l'importance stratégique des territoires du Pacifique, les Américains n'auraient pas pu y installer leur base. Les autorités de la France libre avaient confié la défense de ces territoires à un commandement unique qu'avait pris le 5 novembre 1941 l'amiral Thierry d'Argentlieu.
Son rôle, sauvegarder la souveraineté française. Tout était rationné. Et comme les Tahitiens sont des grands mangeurs de beurre et tout ça, on n'arrivait pas toujours à la date de redistribution des vivres, qu'on restait là sans sucre, sans beurre, sans rien du tout. Et quand les Américains sont arrivés, on avait du sucre en pagaille, on avait tout ce qu'on voulait. Les Américains nous ont donné. Regorgeant de richesses, les troupes américaines vont marquer les territoires français de leur présence en y imposant leurs moyens logistiques et également leur mode de vie et leurs dollars. En Nouvelle-Calédonie, ce sont plus de 150 000 GIs en permanence pour une population calédonienne de moins de 80 000 personnes. À Bora Bora, ce sont 8 000 Américains pour 6 000 autochtones et à Wallis, 6 000 Américains pour 4 000 Wallisiens. Ces images de l'installation de la base américaine à Bora Bora montrent des GIs pour qui les bases arrières ressemblent à de gigantesques camps de vacances. Les Américains y déploient un équipement qui fait l'émerveillement des populations locales et établissent avec les indigènes un type de relation auquel ils n'étaient pas accoutumés. Les Kanaks, en général, ont bien aimé les Américains, qui les payaient avec le même salaire que tout le monde. Tandis qu'avant, si c'était des Kanaks qui travaillaient, le salaire était nettement inférieur à celui des Blancs. Tandis que là, non, ça les mettait au même niveau des autres. Alors ça a eu comme conséquence, quand les Américains sont partis, comme il n'y avait plus de travail forcé non plus, c'est qu'il n'y a plus de travaux d'entretien des routes, comme il y en avait après la guerre, où il y avait des travaux de ce qu'on appelait des prestations, où il y avait une espèce d'impôt en nature fourni par les Kanaks et uniquement les Kanaks. Et ce qui fait qu'après la guerre, on a été obligé de garder le même système. On ne pouvait plus reprendre des salaires inférieurs donnés aux Kanaks. Pour ainsi dire, les Américains étaient mieux que les Français. Je ne vais pas vous dire que vous êtes Français que vous allez dire. Moi, je dis ce que je pense et ce que j'ai vu. Hein? Et puis là, la France s'occupait plus de nous. On se débrouille tout seul ici. Hein? C'est moi qui avais les ricains, ça s'est crevé des faim ici. Oui, crevé des faim ici. Hein? Pendant 4 ans comme ça, on était comme ça, hein? Les ricains nous nourrissent. Hein? Et là, avec les ricains, c'est des cartons. Quand ils viennent ici chez moi, c'est des cartons. Des cartons de boîtes, toute espèce de trucs. Hein? Ils avaient à gaspiller. En débarquant le 10 mars 1942, les soldats du général Patch font de la Nouvelle-Calédonie une des bases américaines les plus importantes du Pacifique, et plus d'1 million d'entre eux passeront par Nouméa, devenu le 2e port du Pacifique après San Francisco. Les îles françaises deviennent d'immenses porte-avions américains, à partir desquels partent les grandes offensives contre les Japonais. La bataille de la mer de Corail, à 2 heures d'avion de Nouméa, stoppe l'expansion nippone aux portes de l'Australie au printemps 1942. À Midway, en juin, la victoire américaine constitue le premier grand succès allié de la guerre. Et la bataille de Guadalcanal, à la fin de l'année 1942, marque un tournant dans la guerre. La puissance de feu de l'armada américaine du Pacifique donne le signal de la reconquête, alors qu'en Russie et en Afrique, les forces de l'Axe se heurtent à une impasse. Pour reprendre les milliers d'îles occupées par les Japonais, la flotte et l'armée américaine vont développer la technique du saut de mouton, qui consiste à reprendre les îles les unes après les autres. La lutte pour le contrôle de l'Empire entre les vichistes et ceux qu'ils nomment les dissidents, notamment les gaullistes, n'a pas cessé, car les uns et les autres partagent la même conviction, celle du caractère indissoluble des liens de l'Empire avec la métropole. La France libre à ses acquis de 1940, dans le Pacifique et en Afrique, ajoute Saint-Pierre et Miquelon, dont s'empare le 24 décembre 1941 l'amiral Muselier, envoyé par De Gaulle, afin de prévenir toute tentative américaine ou canadienne pour s'y installer. Fin 1942, l'AOF passe à la dissidence ainsi que Madagascar et la Réunion,
possession française de l'océan Indien. Il ne reste donc à Vichy que l'Indochine et les Antilles, car le 8 novembre, les Américains débarquent en Afrique du Nord. Le 11 novembre, les Allemands occupent toute la France et avec l'aval des autorités vichistes, ils débarquent en Tunisie. Les propagandes vichistes et gaullistes s'affrontent alors par film interposé. La voix de la France restera entendue de nos compatriotes d'au-delà des mers. Les ondes iront porter le message de la patrie aux 4 coins du monde, à Madagascar comme en Syrie, en Nouvelle-Calédonie comme à la Martinique, en Indochine comme en Afrique. L'Indochine, terre fidèle qui est la plus éloignée de nous, la plus isolée et qui nous est demeurée loyale dès le premier jour de l'épreuve, l'Indochine écoute les paroles d'encouragement que la France et le maréchal ne cesseront jamais de lui adresser. Madagascar, terre meurtrie, qui a lutté pied à pied avec ses seules forces contre un ennemi dont l'objectif n'était hélas que trop clair, arraché à notre France cette belle colonie que Gallieni avait su lui donner. La voix de la France, là. L'Afrique noire, terre trahie par ceux qui avaient charge de la garder. La France dit aux Sénégalais, aux Soudanais, à ceux de toute l'Afrique équatoriale et occidentale, à ceux de l'Afrique du Nord, de garder au fond de leur cœur leur amour et leur confiance, comme nous-mêmes nous gardons l'espoir et la volonté de les regrouper un jour, sous l'égide du maréchal, dans notre France une et indivisible. Alors, à Dakar, l'Afrique occidentale française acclamait son enthousiasme aux troupes de la liberté, à notre infanterie coloniale et à nos pompons rouges, comme aux marins et aux aviateurs d'Angleterre et comme aux soldats des États-Unis. Est-il possible de ne pas se rappeler l'autre déclaration, celle d'un porte-parole de Vichy? L'Empire et la dot que la France apportera dans la corbeille de noces de l'ordre nouveau. Eh bien, ces hommes et ces femmes si fiers, ils auraient été mis aussi dans la corbeille, sur les genoux d'Hitler. Cette lutte d'influence pour le contrôle de l'Empire n'épargne pas les possessions françaises de l'Atlantique, les Antilles et la Guyane, toujours sous la férule vichiste en cette fin d'année 1942. Dans l'Atlantique, dès le début de la guerre, la supériorité des Allemands est manifeste et les convois de destroyers s'efforcent de couper toutes les routes maritimes reliant l'Amérique à l'Europe. Churchill, dont la flotte est la proie des Allemands, propose un troc à Roosevelt qui lui fournit 50 torpilleurs qui rouillaient dans les arsenaux américains contre l'installation de bases US dans les possessions britanniques des Caraïbes. Au milieu de cette présence anglo-américaine, la Guadeloupe et la Martinique, toujours vichistes, et où se trouve une partie importante de la flotte française, ainsi que 300 tonnes d'or de la Banque de France, sont soumises à un blocus sévère par les Américains qui ne désirent pas voir tomber aux mains du Reich un tel potentiel, d'autant que les sous-marins allemands, les fameux U-boats, déciment les flottes alliées dans l'Atlantique. Les sous-marins allemands pullulaient dans l'Atlantique et envoyaient par le front tous les navires qui s'y rendaient. Or, ces pays étant sous-développés, ne produisant que du sucre et du rhum, pas même la banane à l'époque, ces pays étaient coupés tous de leur centre de ravitaillement. La France avait envoyé l'or français à la Martinique et cet or était gardé au fort de Zé. Les Américains ayant su que l'or de la France était ici, craignant que les Allemands ne s'en emparent, ont fait le blocus de la Martinique. Alors il n'y avait pas moyen, c'est à partir de ce moment que la disette est arrivée. Les gens s'étaient privés d'alimentation, il n'y avait pas de gabégie comme autrefois, quand autrefois on pouvait se payer n'importe quoi. On vivait à l'aise, mais depuis la guerre, il y a eu blocus. Les Anglais et les Américains cernaient l'île. Dans le nord, jusque vers la Désirade, il y avait des bateaux de guerre. Sur le Port-Louis, avec l'île de Montserrat anglais, il y avait des bateaux de guerre. Et de l'autre côté de la Basse-Terre, il y avait encore des bateaux de guerre. Nous étions cernés. L'ensemble des Martiniquais étaient contre
le pouvoir établi contre le maréchal Pétain. D'autant plus que des mesures ont été prises immédiatement qui définissaient la politique du maréchal, à savoir une politique réactionnaire, une politique raciste. Il était raciste, obligatoirement. Obligatoirement, nous étions des nègres. La plupart de la population étaient des nègres. Et ceux qui avaient les leviers de commande et qui étaient nègres, eh bien, ils étaient en quelque sorte soumis à une sorte de torture morale. On les relevait de leurs fonctions pour un oui ou pour un non. Les maires de couleur, mulâtres et nègres, ont été éliminés sans autre forme de procès, remplacés, comme je vous le disais, par des blancs coloniaux. Suspicion, hein, c'était le maître mot, partout, partout. Et les exactions commises par les blancs n'étaient jamais réprimées. Jamais, puisqu'ils le faisaient ça au nom de la France, au nom du régime, au nom de l'amiral Robert. Mais ici, c'était les Français qui torturaient, qui faisaient la chasse aux sorcières. Il y avait des espions un peu partout. Nous les appelions les patrouilleurs. Les types qui venaient, qui parlaient normalement avec vous, qui renseignaient les autorités de Vichy. Et il n'était pas étonnant que, brusquement, vous étiez appelé à vous expliquer sur la Jeanne d'Arc à la Guadeloupe, sous l'Émile Bertin ici, ou à Didier chez l'amiral Robert, pour ne pas en sortir et aller pour être interné. Alors, psychologiquement, cette période a été absolument tragique. Et sous le plan de l'homme, sous le plan du patriotisme, l'image de la France a été terminée. Quand, par exemple, en faisant parler de Pétain, parfois on lui accorde certaines circonstances. On peut accorder également à l'amiral Robert certaines circonstances. En tout cas, il a œuvré d'une manière particulière contre les vues de l'Amérique sur la Martinique. Ah, c'était le bon côté d'après moi, qu'on lui doit. Dans l'ensemble, nous avions à souffrir, non pas de l'amiral Robert, mais de Vichy. Des commandements qu'il recevait, qu'il transmettait. C'est ce que je pense un peu. Nous souffrions de sa présence ici, mais en fait, quand il a compris que ce n'était pas possible de rester, c'est lui-même qui est parti. Venant de Philadelphie via Barcelone, l'amiral Robert, haut commissaire aux Antilles et en Guyane française, arrive à Lyon. Après avoir fait face à de multiples difficultés, l'amiral dut se résoudre à l'inévitable et fut contraint d'abandonner la Martinique que la France occupait depuis 1635, laissant à d'autres le soin de poursuivre une politique qu'il estimait néfaste pour son pays. Je demeure fidèle au serment d'allégeance que j'ai prêté au gouvernement du maréchal Pétain. Je ne céderai qu'à la force, déclarait le 16 avril dernier l'amiral qui a su tenir sa parole. Bien avant l'arrivée des nouvelles autorités de la France libre dans les possessions françaises de l'Atlantique, Antillais et Guyanais s'étaient depuis longtemps engagés dans la dissidence. Des bruits couraient que la France résurgeait, que la France n'allait pas mourir. Quand De Gaulle a lancé son appel, il a bien précisé que Français de partout, cultivateurs, forgerons, mécaniciens, aviateurs, instituteurs, révoltez-vous, rejoignez-moi, la France n'est pas morte. Et il